Proust, le podcast, autour de la grande table des idées, de vous aiguiller aujourd'hui vers Proust et son œuvre, avec ce thème, la jalousie. Est-ce le moteur de l'imaginaire proustien? Mort il y a 100 ans, l'auteur de la recherche a-t-il imaginé un narrateur à son image, un homme qui pense aimer, croit aimer, mais dont l'amour se dérobe à mesure qu'il s'approche de l'être aimé? L'amour serait-il pour Proust un sursaut condamné à un espoir voué à la déception? Selon les mots de Nicolas Grimaldi, l'amour et la jalousie, quel regard Proust porte-t-il sur le monde à travers ces deux sentiments, ces émotions? Avec nous aujourd'hui l'académicien Antoine Compagnon, professeur émérite au Collège de France, l'un des meilleurs spécialistes de Proust. Après Proust entre deux siècles, publié en 89, republié en 2013, il vient de publier Proust du côté juif dans la collection Bibliothèque des histoires chez Gallimard, qui accompagne une exposition dont il est le conseiller scientifique, à voir hommage à Paris, Marcel Proust, du côté de la mer. C'est jusqu'au 28 août, une exposition et un livre qui raconte Proust à travers le prisme de sa judéité. Il signe également, Antoine Compagnon, notre invité, ce printemps, la préface de Proust in Love, une biographie érotique et sentimentale de William Carter, le biographe américain de Proust, qui vient de paraître chez Armand Collin. J'espère que je n'ai rien oublié. Bonjour Antoine Compagnon. Bonjour. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Quelle place tient l'amour dans la recherche? Il y a un amour de Swann. Tout le monde connaît un amour de Swann, même sans avoir lu rien d'autre de la recherche du temps perdu. Donc on sait qu'il est beaucoup question d'amour dans ce livre. D'abord, dans les premières pages, d'amour pour la mer, puisque la scène inaugurale, c'est celle du baiser. Le jour où Swann empêche la mère du héros de venir l'embrasser dans son lit, comme elle le fait d'habitude, et c'est une scène capitale, puisqu'au fond, tous les amours suivront ce modèle-là, ce modèle de l'absence, ce modèle du manque. De la frustration et de l'attente aussi sur cette scène-là. Oui, l'amour est lié aux besoins anxieux, aux besoins insensés du Proust. Et donc, c'est le modèle de l'amour de Swann et d'Odette, qui est une sorte d'épure, inséré dans le roman, puis ça sera répété dans l'amour du héros pour Gilberte, et puis pour la duchesse de Guermantes, et puis pour Albertine. C'est toujours la même histoire. Et puis c'est l'amour de Saint-Loup pour Rachel. Ce sont des êtres de fuite que l'on ne peut jamais posséder, mais on ne peut jamais véritablement posséder l'autre. Et puis c'est la même chose dans l'amour entre Charlus et Morel. Au fond, le seul amour heureux, ce serait celui de Charlus et de Jupien, puisque Jupien l'accompagnera, dans le temps retrouvé, accompagnera Charlus malade et vieux. On aime parce qu'on veut posséder avec Proust, on veut attirer l'être aimé à soi-même, mais lorsqu'on commence à le posséder, soudain on le perd, on ne l'aimerait plus. L'amour ne vaut que quand cette possession reste inaboutie, inassouvie. Cette possession est impossible. On ne peut jamais posséder l'autre. Bon, c'est aussi pourquoi tout amour pour Proust est une illusion subjective. C'est lié à l'imagination. Mais Proust le décrit très bien dans Un amour de Swann. Enfin, cette forme de l'amour, ne généralisons pas, c'est l'amour tel que Proust le conçoit. Heureusement, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, et que vous définiriez comment cet amour tel que Proust le conçoit aussi? L'amour tel que Proust le conçoit, il est indistinct de la jalousie. Il n'y a pas d'amour sans jalousie. Bon, nous avons tous fait l'expérience de la jalousie, mais la jalousie, elle est, dans la plupart des amours, je l'espère, circonstancielle, occasionnelle. Dans l'amour proustien, la jalousie est véritablement structurelle. Il n'y a pas d'amour sans jalousie, sans cette manie, sans cette obsession de posséder l'autre entièrement et exclusivement. C'est ce qui se joue dans la première scène avec la mère, et puis c'est ceci qui se joue aussi avec Odette. Il n'y a pas d'amour heureux.
Mais j'évoquais un peu ironiquement Charlus et Jupien. Ou encore peut-être l'amour de la grand-mère, qui est tout dans le don à l'égard du héros. Mais même la mère ne se donne pas entièrement à son fils, puisque c'est tout le sens de la première scène où elle le trompe avec Swann. Donc il n'y a pas d'amour heureux. On lit par exemple à propos d'Albertine, « Ma vie avec Albertine n'était pour une part, quand je n'étais pas jaloux, qu'ennui, pour l'autre part, quand j'étais jaloux, que souffrance. » Vous voyez, l'alternative, c'est celle de l'ennui et de la souffrance. Et il est jaloux d'Albertine parce qu'il pense qu'Albertine prend du plaisir ailleurs. La scène inaugurale, alors là, cette fois-ci, de la jalousie pour Albertine, c'est lorsque le docteur Cottard voit Albertine et son ami André qui dansent dans un casino près de Balbec et il dit au héros « J'ai oublié mon lorgnon et je ne vois pas bien, mais elles sont certainement au comble de la jouissance. » Les deux filles qui dansent ensemble. On ne sait pas assez que c'est surtout par les seins que les femmes l'éprouvent. C'est donc bien de jouissance dont il s'agit et c'est le moment où le narrateur commence à avoir cette jalousie qui est la forme exclusive de l'amour pour Albertine. Un peu avant, il y a une scène où il l'entend au téléphone. Donc il y a des rumeurs au téléphone. Il revient de la soirée chez la princesse de Guermantes. Albertine est dans un lieu de Paris et il y a du bruit. Scène qu'on a tous vécue, du bruit au bout du téléphone. Et là, en effet, il y a l'amorce de cette jalousie. Elle prend du plaisir ailleurs. Donc, il faut la posséder pour interdire ce plaisir. Et puis, c'est ce qui arrive dans Sodome et Gomorrhe. Peu à peu, il a un rythme quotidien qui s'installe avec elle. Eh bien, c'est l'ennui. C'est l'ennui. Peu à peu, ces promenades autour de Balbec deviennent la routine. La routine. Donc, il voudrait se débarrasser d'elle. C'est à ce moment-là qu'elle lui raconte qu'elle a connu Mademoiselle Vinteuil. Et de nouveau, la jalousie revient. Et il veut en faire sa prisonnière. Et elle devient la prisonnière. Mais vous voyez, l'alternative, c'est l'ennui et la souffrance. Mais ce qui est étonnant, c'est que la jalousie nous est rarement présentée, racontée par les écrivains comme un sentiment vertueux. Chez Proust, c'est ambigu, c'est ambivalent cette relation qu'il a avec la jalousie, qu'il ne semble jamais totalement blâmer ou condamner. Et il en fait aussi, à travers son roman, un sentiment presque total, essentiel, un sentiment primitif ou préalable à l'amour. Oui, elle précède l'amour, comme on vient de le voir. C'est dans une situation de manque, de besoin, comme il dit, insensé, que l'amour se déclenche. C'est le soir où Swann ne trouve pas Odette qu'il est véritablement pris. Et alors, dans cet amour-là, il y a un côté sadique, et il y a un côté masochiste. On ne peut absolument pas nier cette dimension sado-masochiste de l'amour tel que Proust l'analyse. Mais ça nous fait penser, alors vous dites, oui, ça nous fait penser à Baudelaire. C'est Baudelaire qui disait que dans tout amour, il y a une victime et un bourreau. Le bourreau, c'est celui qui aime le moins, disait Baudelaire. Il y a toujours un déséquilibre dans l'amour. Il n'y a pas d'amour uni, égal. Il n'y a pas d'égalité dans l'amour. Et bon, je citais Baudelaire, et l'une des références de Proust pour penser cet amour fondamental, coupable, c'est Phèdre de Racine. Autre référence capitale, et Phèdre, eh bien, elle veut la mort d'Hippolyte. C'est ça qui intéresse Proust, c'est cette dimension destructrice de l'autre dans l'amour. Albertine meurt. Elle meurt d'une chute de cheval.
un peu comme Hippolyte. Il y a donc cette dimension absolument mortifère de l'amour. Bon, certains disent que ça rapproche Proust de Freud, qui est son contemporain, un contemporain qui n'a sans doute pas vraiment lu, mais dont il n'est pas au courant. Il n'a pas besoin d'ailleurs de Freud pour découvrir ce que je suis en train de dire, puisque c'est dans Baudelaire et c'est dans Racine qu'il le trouve. Et puis c'est probablement ce qu'il a vécu dans les quelques amours de sa vie, avec Reynaldo Hahn et avec Lucien Daudet. Mais justement, juste avant d'en venir à lui, il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour, hein, écrivait La Rochefoucauld. Est-ce que Proust, l'écrivain cette fois, a cette idée de s'inscrire avec cette peinture qu'il fait de ce sentiment amoureux et notamment de la jalousie dans une tradition littéraire? Pour vous citiez Racine, on pourrait penser à Beaumarchais, on pourrait penser à Molière aussi ou à d'autres. Oui, bien entendu. Racine, Baudelaire, le comique, Molière, dans les relations entre Charlus et Morel, il y a beaucoup de comique dans ces jalousies. Oui, cette tradition est là. Mais on pourrait dire que c'est... Bon, moi j'y vois un peu une tradition janséniste. Il y a un certain jansénisme qui est celui de Racine ou de La Rochefoucauld dans cette vision d'un homme ou d'une femme, bien entendu, pour qui l'amour ne peut être que de l'ordre de la chute, presque de l'ordre du péché originel. C'est le péché originel qui interdit cette sorte d'amour heureux. Oui, Proust s'inscrit dans cette tradition qu'on pourrait dire pessimiste qui fait que ces rapports entre les êtres qui s'aiment sont de l'ordre de l'imagination, de l'illusion, de la vanité. Il y a une vanité de l'amour, et puis c'est la destruction. Savoir qu'on n'a plus rien à espérer n'empêche de continuer à attendre, hein, écrit-il dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il y a cette idée de l'attente et de l'attente toujours déçue, finalement, quand elle aboutit, là encore. Quelles seraient, au fond, les conditions d'un amour heureux pour Proust, Antoine Compagnon? Alors l'attente, vous avez dit oui. Alors il y a une déception, d'abord parce qu'on découvre toujours que ces êtres que l'on aime, ils sont très médiocres. Quand je pense, dit Swann, que j'ai pu souffrir tant d'années de ma vie pour une femme qui n'était pas mon genre. Celui ou celle qu'on aime n'est jamais son genre. Il découvre que la duchesse de Guermantes, avec ce nom splendide, elle est d'une banalité de petite bourgeoise. Parce que tout est construction, tout est fantasme, tout est représentation et imagination. Tout est imagination. Et donc il y a ça dans la déception. Mais il faut tout de même ajouter que l'amour lui-même n'est pas une déception, puisqu'il est racheté à la fin au nom de la souffrance. C'est la souffrance qui vous fait découvrir la vérité. L'amour a une dimension initiatique, tout de même. N'oublions pas cela. Proust dit à la fin du temps retrouvé, c'est ce qu'il découvre, une femme dont nous avons besoin, qui nous fait souffrir, tire de nous des séries de sentiments autrement profonds, autrement vitaux qu'un homme supérieur qui nous intéresse. Et lorsque Proust compare l'amour et l'amitié, très tôt dans la recherche, il déconsidère l'amitié est sans intérêt, comme la conversation, tandis que l'amour, il nous renvoie à nous-mêmes, à notre intériorité, et il nous fait découvrir des choses beaucoup plus importantes que l'amitié. Donc il y a tout de même une rédemption de l'amour au nom de la recherche de la vérité et de quelque chose de supérieur par rapport à la conversation ou aux relations mondaines. Et même plus encore, c'est aussi le ferment de son imagination comme écrivain, oui. Et de la création. Il n'y aurait pas de recherche du temps perdu sans cette souffrance qui est liée à l'amour. Swann est stérile. Swann est un célibataire de l'art parce qu'il n'a pas
réussi à transcender cet amour déçu pour Odette en une œuvre d'art. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rangé, il a épousé Odette et il est devenu un bourgeois père de famille. Il s'est rangé. Le narrateur ne se range pas et transcende cet amour dans une œuvre d'art. Proust semble souvent déçu par ce réel. Vous l'évoquiez, Antoine Compagnon. Il a besoin d'imaginer davantage des histoires, des expériences pour aimer et peut-être pour écrire aussi. On va écouter les mots à ce sujet de Nicolas Grimaldi. Cette atmosphère de soupçon dans laquelle joue à être jaloux le narrateur, elle a 3 origines. La première, le médecin, Cottard, en voyant les jeunes filles au casino, leur avait dit « Regardez, leurs seins se touchent en dansant. » On ne le sait peut-être pas assez, mais la sensualité pour les femmes, la jouissance, vient principalement par les seins. Ah, grande leçon. Bloch, son ami Bloch, quand ils avaient 17 ou 18 ans, il avait dit « Ah, tu sais, mon vieux, les femmes ne pensent qu'à ça. Elles ont l'air réservées, pudibondes, n'en croient rien. Toutes sont plus lubriques les unes que les autres. » Et puis, la troisième affaire, c'était Madame Swann. Madame Swann qu'il prenait pour la plus élégante et qui était en fait une chipie. Et ces 3 choses, au fond, soupçonnées, après tout, le réel n'est sans doute, plutôt ce qu'on voit, n'est sans doute que l'alibi de ce qu'on ne voit pas, une sorte de camouflage. On peut tout soupçonner. Et dès lors qu'on peut tout soupçonner, on peut tout imaginer. Et voici la jalousie. Voilà, le soupçon, ce poison au cœur de la jalousie aussi, et qui permet de tout imaginer. Oui, il rappelait, Nicolas Grimaldi, à la fois cet épisode capital de la jouissance féminine, puisque c'est aussi ça que le héros, le narrateur de La Recherche du temps perdu ne comprend pas. C'est la question... Que veut une femme, qui était la question de Freud, qu'on a vu dans l'autre exemple aussi, celui de ces femmes qui sont pensées inaccessibles et dont Bloch apprend au jeune héros qu'en vérité, elle ne pense qu'à cela. Donc il y a bien une question qui est liée à la nature de la jouissance, et en particulier de la jouissance féminine. Vous évoquiez tout à l'heure, Antoine Compagnon, cette recherche de vérité, que le jaloux opère, en fait, ce chemin de la vérité qu'il emprunte en tentant de lever le voile aussi des apparences. C'est aussi ce que fait finalement l'écrivain à travers son œuvre et son roman, cette quête de vérité-là. Alors il y a la quête de vérité qui est d'abord celle du policier. Par exemple, dans Jean Santeuil, on a le modèle des Jean Santeuil. C'est Jean et Françoise, sa maîtresse, qu'il torture pour connaître ce qu'elle fait en son absence. C'est ça le mystère. Le mystère, c'est celui de qu'on ne surprendra jamais l'autre en son absence. Et il veut savoir, donc, à la fois ce qu'elle fait quand il n'est pas là et ce qu'elle a fait dans son passé. Donc il y a une dimension de policier qu'on retrouvera d'un bout à l'autre, on a envie de dire, de la vie et de l'œuvre de Proust, puisqu'on connaît maintenant un agenda de Proust qui est celui dans lequel il y a un rapport de filature, où il paye un détective pour savoir ce que fait Agostinelli de ses journées quand il n'est pas chez lui. Apparemment, le rapport de filature, justement, n'a rien rapporté. Mais c'est une raison pour soupçonner que le détective soit de mèche avec l'objet aimé. C'est ce qu'on trouve dans La Recherche du temps perdu. On ne saura jamais. Et après la mort d'Albertine, le narrateur essaye encore de se renseigner sur le passé. Donc il y a d'abord cette dimension détective et policière de la recherche de la vérité qui est liée à ce que j'appelais cette torture de l'autre. On torture l'être aimé pour le posséder vraiment, pour posséder tous ces instants. Et puis, la recherche de la vérité à laquelle je faisais allusion il y a un moment, c'est autre chose. C'est l'idée que, à travers la souffrance,
on découvrira quelques grandes vérités, des vérités philosophiques, des vérités métaphysiques, sur l'idée précisément que l'amour est une illusion, que l'amour n'existe pas, que l'amour est une invention subjective, que l'amour est une vanité, et que toutes les relations humaines sont dans cet ordre. Même la relation avec la mère, en un certain sens. Et justement, et vous ouvrez votre préface de cet ouvrage Proust in Love, de cette biographie érotique et sentimentale de l'auteur de La Recherche du temps perdu, par son biographe américain William Carter, avec cet amour de Proust à sa mère, amour originel, tant et si bien que vous ouvrez par ces mots, sans compter l'amour essentiel qu'il y a Proust à sa mère, on lui connaît 3 attachements. Quel amoureux était Proust? À travers ces 3 histoires que vous rappelez ici, celle pour Reynaldo Hahn, celle pour Lucien, cet attachement pour Lucien Daudet, et enfin le dernier pour Alfred Agostinelli. Ces 3 passions, qu'est-ce qu'elles nous disent du Proust de l'homme amoureux? Alors, ce qu'ils nous disent d'abord, c'est que c'était des passions homosexuelles. Et peut-être faudrait-il s'interroger sur la nature particulière de la jalousie dans des relations homosexuelles, qui n'est pas de même nature que la jalousie qu'on peut éprouver pour l'autre dans une relation hétérosexuelle. Le rival dans une relation hétérosexuelle, pour un homme, le rival est un autre homme. Lorsque dans une relation, ce que nous voyons avec Albertine et ce que nous voyons avec Odette, ce qui touche véritablement, trouble particulièrement et Swann et le narrateur, ce sont les relations d'Odette ou d'Albertine avec des femmes. Et c'est là qu'il semble qu'il y ait une mise en cause plus fondamentale. Alors, les relations de Proust, le premier, mais ce sont des amours de jeunesse. Reynaldo Hahn, Lucien Daudet, c'est autour de ses 20 ans, jusqu'à à peu près 25 ans. Ce sont des amours finalement très brefs, sans doute intenses, mais très brefs, qui durent une saison, et qui nous rappelle peut-être cette alternative de l'ennui et de la souffrance. Et puis, donc les grandes scènes de jalousie, c'est avec Reynaldo Hahn, notamment dans la correspondance entre Proust et Reynaldo Hahn, on trouve le modèle de ce que seront ces interrogatoires de l'ordre de la torture dans le roman. C'est avec Reynaldo Hahn que cela se joue. Mais alors, ce qui est évidemment très troublant, c'est que c'est le moment où Proust quitte Reynaldo Hahn pour Lucien Daudet. Autrement dit, c'est au moment où Proust apparemment désire un autre qu'il torture, celui qu'il est en train de quitter. Donc tout ça est tout de même très profondément ambivalent, la jalousie. La jalousie est aussi finalement une façon de déculpabiliser l'abandon de l'autre qu'il est en train de pratiquer. La jalousie, c'est un sentiment universel qui inspire encore aujourd'hui, même si Proust a une manière très singulière de le raconter, de la raconter. On écoute un extrait de la série saison 1 En thérapie, diffusée sur Arte. Elle vous a fait le coup, docteur? Quel coup? Elle vous a fait du rentre-dedans, non? Vous pouvez me le dire. Hein. Damien, arrête, t'es vraiment trop con. Elle en fait à tous les mecs qui sont dans son entourage et qui ont du pouvoir. Vous pouvez me le dire, allez-y. Non? Non, mais vous pouvez me le dire. Arrête, s'il te plaît. Voilà pourquoi je suis là. Même d'ailleurs, quoi, t'as pas pu t'en empêcher. C'est dingue, tu rentres dedans à ton psy. Il a 20 ans de plus que toi. Désolée, docteur. C'est quoi, c'est parce que c'est un médecin, c'est ça? Elle a cette attitude avec les hommes, elle peut pas s'en empêcher. J'ai pas d'attitude. Ah si, t'as une attitude. Quelle attitude? Elle se déchaîne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle se déchaîne. Elle flirte, c'est ça? Ah non, elle flirte pas, vous êtes bien loin du compte, mon petit pote. Non, les mecs, elle les chauffe.
Vous pensez qu'elle ne peut pas s'en empêcher, que c'est compulsif? Ah oui, c'est compulsif. Hein. Vous pensez que c'est parce qu'elle se sent coincée avec vous qu'elle réagit en chauffant les hommes? C'est ce qu'elle vous a dit. Non? Non, mais vous savez, il est probable qu'elle ait ce comportement uniquement pour vous faire réagir. Elle est là, hein. Au cas où ça intéresse quelqu'un. Elle cherche une proie. Elle est hors de contrôle, hein. Vous voulez dire hors de votre contrôle? Voilà, c'est la question du contrôle, de la maîtrise que vous évoquiez aussi sur cette préparation à l'abandon. Est-ce que la jalousie proustienne, telle qu'il la définit, telle qu'il la conçoit et la bâtit dans son œuvre, est la même que notre jalousie à nous, cette jalousie de tous les jours, où est-ce qu'il pousse beaucoup plus loin encore la démarche, au point d'en faire pour vous un sentiment transgressif, presque total? J'espère qu'elle n'est pas la même que ces jalousies que je disais occasionnelles que nous pouvons avoir. Parce que la jalousie, dans l'œuvre de Proust, elle est essentielle. Elle n'est pas circonstancielle. Elle est la source même de l'amour. Elle est le fondement de l'amour. On ne peut pas la distinguer. Mais d'un amour de l'amour. presque asymétrique, tel que vous le racontez, entre l'amoureux, entre celui qui aime et le sujet de son amour. Hein. Cette idée de torturer l'autre, tout le temps de vouloir le dominer, le posséder sans jamais l'obtenir. Oui, c'est une torture. Proust le définit aussi comme une torture réciproque. Donc, il y met de la réciprocité, voire oui, peut-être de l'égalité dans ce sentiment. En tout cas, une réciprocité de la torture. Oui, tout à l'heure, je disais, il n'y a pas d'égalité dans l'amour, mais il n'y a pas de... comment dire? Oui, il n'y a pas d'amour heureux. On trouve innocent de désirer et atroce que l'autre désire, dit-il. Donc que l'autre désire... hors de soi, hors de soi-même. Oui, j'espère que la plupart de ceux qui aiment n'aiment pas à la manière de Swann ou du narrateur de La Recherche du temps perdu, et j'espère qu'ils ont parfois des expériences de l'amour peut-être qui ressemblent un peu plus à ce qu'on imagine comme l'amour romantique, où il y a un don de soi à l'autre. Comme je disais, dans La Recherche du temps perdu, je ne vois que la grand-mère qui donne l'amour de cette manière. Je disais, même pas la mère, la grand-mère. Avec une dimension qui, depuis la première page de La Recherche du temps perdu, est en quelque sorte sacrificielle. Il y a une dimension sacrificielle de la grand-mère dont on se moque, une dimension de victime chez elle. Voilà, vous disiez chute, vous disiez péché originel, vous disiez sacrifice, toute cette galaxie amoureuse chez Proust se rapporte aussi à ces influences qui l'ont marqué. Vous êtes aussi, Antoine Compagnon, un fin connaisseur de Barthes, et j'avais envie de vous demander ou comprendre avec vous à quel point Proust a pu aussi influencer Barthes, et notamment dans sa conception, sa conception de la jalousie dans ces fragments. Est-ce qu'il y a une filiation pour vous entre les deux? Roland Barthes s'est intéressé à Proust beaucoup à la fin de sa vie. Proust est très présent dans les derniers livres, et notamment dans les fragments d'un discours amoureux. Et vous évoquiez tout à l'heure la figure de la tante, qui, pour Barthes, est particulièrement importante. Et puis j'étais en train d'évoquer la grand-mère et le don. Et les fragments d'un discours amoureux se terminent, même si c'est un abécédaire, avec cette dimension d'oblation, de don, d'offrande. Ne rien ce que Barthes appelle le non-vouloir saisir. Le non-vouloir saisir, qui est la position à laquelle il aspire, une sorte de position nietzschéenne, d'accepter, de l'assomption de ce qui arrive, eh bien, c'est évidemment tout le contraire de l'amour proustien. Alors, peut-être qu'il faut ajouter que
à côté de ces trois amours de Proust que nous avons évoqués, Reynaldo Hahn, Lucien Daudet, bon, c'est tout jeune, ceux-là, autour de ses 20 ans. Puis Agostinelli, ce secrétaire qui était d'abord un chauffeur. Bon, il y a certainement une série d'amours vénales et de jeunes gens plutôt de la catégorie des domestiques avec qui Proust a connu sans doute d'autres expériences. Mais ce ne sont pas ces passions qui incluent cette dimension fondamentale de la jalousie. Cette place centrale qu'occupe la jalousie dans la vie de Proust et dans son œuvre dit beaucoup aussi de sa manière de regarder le monde. Vous pensez, Antoine Compagnon, est-ce que c'est cohérent par rapport au regard qu'il pose sur le monde qui l'entoure? Est-ce que c'est cohérent? Ça pose une question qui est fondamentale. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de grande littérature sans amour. Et la recherche du temps perdu, en soi, est une preuve d'amour du monde. On ne consacre pas toute sa vie et ses milliers de pages, sa vie au sens même où Proust meurt, d'écrire la recherche du temps perdu, si il n'y a pas un amour fondamental du monde, de ce qui est et de ce que l'on voudrait transmettre. C'est pourquoi je disais qu'il y a tout de même, dans Le Temps retrouvé, une rédemption de l'amour, puisqu'à travers ce chemin de l'amour, c'est l'œuvre qui se dégage dans sa grandeur. La souffrance est absolument indispensable, mais c'est la souffrance qui mène un certain nombre de vérités essentielles. Et dans les dernières pages du Temps retrouvé, l'amour est racheté. Merci beaucoup à vous, Antoine Compagnon, d'avoir été avec nous. Vous préfacez cette biographie érotique et sentimentale de William Carter qui vient juste d'être traduite en France. Proust in Love, c'est chez Armand Collin. Votre livre à vous, Proust du côté juif, dans la collection Bibliothèque des Histoires chez Gallimard, vient de paraître. Enfin, je souhaitais vous indiquer pour ceux qui passeraient par Paris cette très belle exposition à voir. Hommage Marcel Proust du côté de la mer. C'est jusqu'au 28 août, sur lequel Antoine Compagnon a été d'ailleurs conseiller scientifique. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, Henri Leblanc et Oriane Delacroix, avec Mayalène Despio-Corré pour la Grande Table Culture aujourd'hui, Violaine Malstaff avec Lucas Bretoni à la programmation de cette émission spéciale Proust pour la Grande Table des idées. France Culture, l'esprit d'ouverture.